Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Santé dans le département de Mbacké, il y est 12h00. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 6 novembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Un accident impliquant la caravane de Pastef Mbacké fait un mort et 14 blessés. Toutes les activités de campagne dans le département de Mbacké sont reportées à une date ultérieure. Malversation et détournement présumé de deniers publics, faux et usage de faux. Le procès de la Ligue contre le maire Serigne Mboup encore renvoyé hier à la date du 21 janvier 2025. La directrice générale du Conseil sénégalais des chargeurs, Ndeye Rokhaya Thiam, était à Kaolack dans le cadre d'une signature de partenariat entre le COSEC et les 14 chambres de commerce du Sénégal. Sur l'international Soudan, une nouvelle milice annonce le déploiement de ses combattants dans l'est du Soudan en coordination avec les forces armées en guerre contre les paramilitaires depuis 1 an et demi. Et du sport, équipe nationale en vue des matchs de la fenêtre de novembre. Le groupe des joueurs sera connu ce jeudi à travers les pages de la Fédération sénégalaise de football. Le sélectionneur Pape Thiaw ne fera pas une conférence de presse. Revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kérémé assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, le Pastef de Mbacké vient d'arrêter sa campagne en perspective des élections législatives cause leur caravane a subi hier un accident. Le bilan est lourd, d'un mort et de plusieurs blessés. N'est-ce pas, Mamadou Moustapha Mbaye? L'accident subi hier en début d'après-midi par la caravane de Pastef Mbacké avait fini d'installer les patriotes dans l'émoi et la consternation. L'essentiel des blessés était entre les mains des blouses blanches de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Certains avaient besoin d'urgence de sang. D'ailleurs, un appel aux dons a été lancé dans les plateformes de Pastef et des informations confirment que des donneurs volontaires s'étaient déjà présentés. Les leaders de Pastef départemental dont principalement Cheikh Thioro Mbacké et Chérif Diop étaient en train d'activer tous les leviers possibles pour sauver les vies qui pouvaient encore l'être. L'accident a causé la mort d'un jeune responsable politique, Mourou Talla en l'occurrence, et occasionné des blessures chez au moins 14 personnes. Le drame a eu lieu alors que la caravane se dirigeait à Darou Naïm. Un pick-up rempli de passagers, 16 nous dit-on, à l'arrière, s'est renversé avant de faire des tonneaux. Un témoin confie que c'est un miracle que le bilan n'a été que 2 morts et des blessés. À travers les réseaux sociaux, les coalitions concurrentes ont presque toutes publié des messages de soutien et de solidarité à l'endroit de Pastef. Parmi celles-là, on peut citer Paul, troisième voie, Kiraay ak Natangué de Birima Mangara, Ñam ak Njariñ de Amadou Ba, Sénégal Kessé de Thierno Alassane Sall, Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Alfayda FM. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Malversation et détournement présumé de deniers publics, faux et usage de faux, vol. Le procès du collectif des citoyens de Kaolack contre le maire Serigne Mboup, encore renvoyé hier à la date du 21 janvier 2025. Ndeye Fatou Cissé. C'est pas encore jugé. Ma déontologie ne me permet pas effectivement donc d'évoquer dans la presse une affaire qui est en cours d'instruction. En somme, les motivations ou les raisons qui nous ont permis de servir une citation directe au maire et à ses acolytes. Le mardi 3 septembre dernier, suite au renvoi du dossier, les propos tenus alors par Babacar Sadikh Biteye, des membres du collectif qui ont servi une citation directe au maire de Kaolack et à certains de ses collaborateurs. La citation directe est née d'une volonté manifeste de la part de certains citoyens kaolackois qui sont des contribuables et qui sont aussi assujettis
situe à la TVA, nous avions reçu une information qui faisait état du financement du Gamou de 2023. Des informations qui ont été émaillées par des irrégularités qu'on avait notées et c'est ce qui nous a poussé à servir une citation directe au maire Serigne Mboup et à ce qu'on appelle aussi ses complices. Mais il faut préciser que cette citation était la suite logique d'une plainte qu'on avait introduite au niveau donc du parquet de Kaolack, une plainte qui a été malheureusement suspendue et on avait donc décidé d'emprunter d'autres voies et moyens légaux donc en vue donc de faire face à ce que nous considérons comme étant une forfaiture. Le dossier qui a été appelé hier lors de la mise en état des affaires inscrites au rôle de l'audience de la grande correctionnelle du tribunal de grande instance de Kaolack a été donc finalement renvoyé au 21 janvier prochain. Nouvellement affecté au poste de président du tribunal de grande instance de Kaolack, le juge qui présidait l'audience de la grande correctionnelle hier mardi a évoqué pour cause de motif de renvoi le fait qu'il veut mieux prendre connaissance du dossier avant de le retenir pour jugement. La date du 21 janvier 2025 retenue hier à l'audience avant que le président ne prenne la décision de renvoyer. L'un des avocats du maire, en l'occurrence maître El Hadj Malick Diouf, porté à la connaissance de la juridiction que ce dernier était en route pour venir assister au procès. Ce procès qui, s'il devait se tenir hier, allait enregistrer des absences aussi bien du côté des parties civiles que des prévenus, assignés directement donc devant le tribunal à travers une citation. À travers une citation, merci à Ndeye Fatou Cissé. Face à la presse, après 12 jours de détention, le leader de Gëm Sa Bopp Les Jambar, Bougane Gueye Dany, s'est signalé comme un détracteur fougueux des autorités au pouvoir et n'exclut pas, avec ses avocats, de porter plainte contre la gendarmerie. Après 12 jours de privation de liberté, je réaffirme ici mon engagement à œuvrer pour le développement de mon pays, d'où ma conviction. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans le procès de mercredi dernier à Tambacounda. La justice a prouvé qu'elle reste le dernier rempart pour le respect de nos libertés individuelles, souvent menacées par des initiatives politiciennes. C'est à dénoncer et telle une sentinelle, nous serons là pour combattre l'arbitraire incarné par ce revanchard de la scène politique et ses talibés. Il confond ses casquettes de Premier ministre et de chef de parti. Sa position actuelle lui permet d'accéder à des dossiers classés secret d'État qu'il tente de manipuler dangereusement. Il en fut ainsi à Bakel. Sur une route nationale sans jalonnement, comme nous avons l'habitude de le constater à l'occasion de chaque sortie du chef de l'État. Son ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, le patron de la gendarmerie, le général Martin Faye, et le procureur de Tamba, Aliou Dia, ont déployé toutes leurs énergies sur instruction de leur chef pour appliquer une décision politique illégale en violation de la Constitution contre ma personne. Ils ont tous agi en vrais militants du parti PASTEF pour me mettre en prison. Le communiqué sanctionnant mon arrestation est truffé de contre-vérités et toutes les vidéos le prouvent. Je n'exclus pas d'ailleurs, avec mes avocats, de porter plainte contre la gendarmerie nationale. Bougane Gueye Dany a demandé publiquement à Ousmane Sonko de publier son compte bancaire ouvert à l'étranger. Selon le membre de la coalition Samassa Kadou, le peuple va rester sur sa faim. Réécoutons-le. C'est l'effondrement de l'état de droit au Sénégal face à une justice partisane et en sens unique. D'ailleurs, les ministres de la Justice et de l'Intérieur ont fini de créer un état pastéfien. Le chef de l'État, chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme aux agissements de Ousmane Sonko contre les militaires et contre les opposants. Le Premier ministre doit cesser de parler des sujets relevant de la sécurité publique dans ses meetings. C'est de l'irresponsabilité tout simplement. Toutefois, nous tenons à dire aux Sénégalais qu'il n'y a jamais eu de rapport qui incrimine un général de l'armée. C'est faux. Tout comme il n'y a aucun compte bancaire contenant 1000 milliards. C'est également faux. Retenez juste que les mensonges d'hier, ceux d'aujourd'hui et de demain sont totalement faux. Ousmane Sonko met le pays en danger. Notre économie s'est écroulée. Les institutions sont fragilisées. L'image de la justice est balafrée. Le Sénégal touche le fond.
Face à toutes ces crises, le président de la République doit prendre ses responsabilités. Alors, pour sauver notre pays, le 17 novembre 2024, le peuple sénégalais doit accorder la majorité à la coalition Sàmm Sa Kàddu pour corriger l'erreur du 24 mars 2024. Nous lançons un appel aux partenaires du Sénégal sur la situation d'une grave fragilité dans laquelle se noie petit à petit notre pays, tant au plan politique que financier. Nous appelons la communauté internationale à la vigilance, car ce pays vit une situation inédite qui doit attirer toutes les attentions. Nous interpellons l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies. Enfin, j'invite le président du parti PASTEF, le Premier ministre Ousmane Sonko, à publier dans les 24 heures sa déclaration de patrimoine. Chers concitoyens, vous serez surpris. J'invite également Ousmane Sonko à dire dans les 24 heures et publiquement s'il va criminaliser l'homosexualité une fois à l'Assemblée nationale. Et enfin, il devra nous confirmer ou infirmer s'il est titulaire d'un compte bancaire à l'étranger. Bougane Gueye Dany, le leader de Gëm Sa Bopp les Jambar, membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu, faisait face à la presse après 12 jours de détention. Direction Ziguinchor, où le porte-parole du MFDC de Mangokoro, Amidou Djiba, qualifie de malencontreuse la sortie d'Ousmane Sonko sur l'interdiction de la publication d'un livre polémique sur la Casamance. Il est ici au micro de Mohamed Sagna. Si lui, son slogan, c'est développer la Casamance, cela on n'en disconvient pas. Maintenant, qu'il veuille politiser, n'est-ce pas, le problème de la Casamance par rapport à tout ce qu'il vient de le dire, qu'il a dit dans son allocution, c'est là où le bas blesse. Parce qu'il avait dit que ce problème-là ne doit pas être réglé, ils vont le faire en silence, quoi. Voilà. Mais sans bruit. Mais là, c'est le contraire. Au lieu, n'est-ce pas, de venir régler ce problème-là comme ils ont pensé le faire, non, non, non. Il est venu parce qu'il a un problème avec Cheikh Yérim Seck. Et dans sa réponse à Cheikh Yérim Seck, il plonge directement dans l'histoire qu'il ne maîtrise même pas. De cette façon, je ne pense pas qu'il puisse aller loin. Le livre-là dont on parle, s'il est vrai qu'on n'est pas en train de cacher quelque chose, mais qu'on laisse, qu'on publie ce livre-là, chacun, n'est-ce pas, va s'approprier pour lire et voir exactement ce qu'il y a dans ce livre-là. Mais qu'ils disent carrément qu'ils ne vont pas faire la promotion de ce livre et que ce livre-là ne sera pas vendu au Sénégal. Mais pour quelle raison? Quand on nous dit que le Sénégal est un pays de droit, un pays où règne la démocratie, je n'ai pas une idée sur le contenu de ce livre. Je sais que tôt ou tard, je vais posséder ce livre-là. Nous avions tendu la main, n'est-ce pas, à ce nouveau gouvernement. Mais jusque-là, nous n'avons rien entendu de leur part. Jusqu'au moment où il fait sa sortie malencontreuse. De toute façon, les Casamançais sont prêts à débattre, n'est-ce pas, de ce problème-là. Que tout le monde connaisse la réalité de ce problème. Il ne faut pas cacher quoi que ce soit. Maintenant, eux, ils sont sûrs de. Alors, il faudrait que toutes les archives, n'est-ce pas, que l'on détient ici, au Sénégal et en France, que ces archives-là soient déclassifiées afin, n'est-ce pas, qu'on puisse parler de ce problème Casamançais-là, dans le fond de son problème. C'est sans quoi on va tourner en rond. Que la vérité surgisse, comme elle est en train de surgir. Que tout le monde connaisse exactement ce problème Casamançais-là. Pourquoi il y a eu ce problème-là. Ce n'est pas du tout un problème économique que l'on brandit souvent. C'est faux, c'est pas ça. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Ah, justement, il faudrait que les gens s'asseyent pour étudier le problème-là. Nous tous, nous sommes disposés pour ça. Amadou Djiba sur l'interdiction de la publication d'un livre polémique sur la Casamance. Déminage humanitaire en Casamance. Le premier des ministres Ousmane Sonko a annoncé une enveloppe de 15 milliards pour ces opérations qui permettront aux déplacés de regagner leur terre. L'ancien député Demba Keïta salue cette annonce au micro de Mohamed Sagna. C'est avec satisfaction que j'ai accueilli en tout cas cet engagement du côté de l'État du Sénégal, parce que pour le déminage il faut vraiment une volonté politique des autorités au haut niveau, et avec la déclaration du Premier ministre, je pense que ça me rassure. Vous savez, le Sénégal est signataire de la Convention d'Ottawa. Depuis 1998, il a ratifié cette convention en 1999 et il était dans l'obligation de déminer tout le territoire sénégalais, en particulier la Casamance, dans les 10 ans qui suivent. Mais ça n'a pas été possible. Nous avons négocié des délais. On est à notre troisième délai, donc 2009, 2019
2019 et bientôt 2026. Ça fait 30 ans que le Sénégal court derrière cette convention, donc cet engagement international qu'il a signé et qu'il n'a pas pu respecter. Tout simplement parce qu'il y a une situation de ni paix de Niger. Il faut déminer la Casamance sans attendre un accord définitif avec les MFDC. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous sommes à 15 mois du dernier délai. Ce sera mars 2026. Impérativement, il faut que l'État termine le déminage ici en Casamance. Le deuxième défi que l'État doit régler, c'est en fait les victimes de mines. On est à plus de 860 victimes de mines en Casamance. Il ne faut pas que cette liste continue à s'allonger. Ce sont des citoyens sénégalais qui sautent sur ces mines-là et il ne faut pas qu'on continue à voir nos parents qui veulent rentrer pour retrouver leur dignité, continuer à mourir sur ces mines-là. Mais la situation reste encore alarmante parce qu'il nous reste au moins 1 500 000 mètres carrés à déminer. Et sur ça, il y a des poches où la situation est alarmante, par exemple le Nord Signa. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momara Alelo. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. La directrice générale du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC, Ndaye Rokhaya Thiam, était à Kaolack où une visite au centre de formalité des entreprises et l'unité de transformation des produits agricoles. Ndaye Rokhaya Thiam, que je propose d'écouter Laetitia au micro d'Aline Padaradio. Le choix de Kaolack s'explique par sa position économique stratégique. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé il y a quelques jours quand il était de passage ici. Kaolack, c'est une ville carrefour. Kaolack, c'est une ville par laquelle transitent aujourd'hui plusieurs camions qui viennent d'autres pays frontaliers. Donc Kaolack a un rôle éminemment important à jouer dans l'économie du pôle central du pays. Donc l'autre raison pour laquelle j'ai choisi de venir à Kaolack aujourd'hui, c'est que le COSEC a une longue tradition de partenariat avec les chambres de commerce, et particulièrement avec la chambre de commerce de Kaolack. Comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le secrétaire général, le COSEC a eu à faire pas mal d'investissements ici, à appuyer la chambre de Kaolack, notamment par la construction et la réhabilitation de hangars de stockage. Donc cette visite s'inscrit toujours dans cette tradition-là. Et nous avons eu l'occasion aujourd'hui de visiter la chambre en elle-même, notamment le centre des formalités des entreprises, le centre de gestion qui permet d'accompagner les PME, les TPE et aussi les grandes entreprises en tout ce qui concerne les formalités fiscales et sociales. Nous avons également pu visiter l'unité de transformation des produits agricoles. C'est une unité de transformation qui accueille des femmes qui viennent de divers horizons dans les localités environnantes, qui leur permet aujourd'hui d'être transformées et d'être formées à des méthodes de transformation de produits agricoles et de pouvoir les aider à être beaucoup plus autonomes et indépendantes financièrement. Donc je voudrais par là également féliciter la Chambre de commerce de Kaolack avec à sa tête monsieur le président Serigne Mboup et féliciter également l'ensemble de ses collaborateurs pour leur implication et pour tous les efforts consentis pour permettre de rendre tout ceci possible. J'ai également pu apprécier à quel point les femmes et les jeunes sont prises en considération dans les programmes d'investissement de la Chambre de commerce de Kaolack. Et nous, au niveau du COSEC, ça nous motive également davantage à les appuyer parce que nous sommes là également pour aider certes les chargeurs, les opérateurs économiques, mais pour jouer un rôle important dans tout ce qui concerne la vie économique du pays et notamment l'accompagnement des jeunes et des femmes. Suite à la visite effectuée au port de Kaolack, la directrice générale du COSEC dit être réceptive aux doléances du secrétaire général de la Chambre de commerce sur le dragage de la mer. Réécoutons toujours au micro d'Aline Padaradio. Par ailleurs, nous avons eu à visiter le port de Kaolack et à ce propos, nous avons été très réceptives aux doléances de monsieur le secrétaire général, à savoir le dragage de la mer pour pouvoir accueillir des navires de plus grande capacité. Alors là, effectivement, nous avions eu à faire des investissements un peu similaires dans le sud du pays. Et comme j'ai bien pu lui expliquer, ce sont des investissements qui sont assez importants, donc qui relèvent de la compétence souveraine du conseil d'administration du COSEC. Moi, à mon niveau, ce que je peux faire, c'est porter le plaidoyer et de faire en sorte que le conseil d'administration du COSEC soit informé de l'intérêt et de l'opportunité qu'il y aurait aujourd'hui à draguer la mer, le port de Kaolack, pour que le conseil puisse prendre les dispositions, les décisions appropriées.
Donc nous allons y travailler, Inch'Allah. J'ai également pu visiter le pont bascule. Monsieur le secrétaire général nous a bien informé que c'est un pont qui a été acquis avec les moyens de la Chambre de commerce, donc avec l'équipe qui est actuellement là. J'ai également noté qu'effectivement qu'il y avait un très grand besoin parce qu'aujourd'hui il y avait une certaine thrombose, notamment en cas de forte activité. Donc, comme je lui en ai parlé aussi, nous allons essayer de voir avec le conseil d'administration du COSEC qu'est-ce qu'il serait possible de faire, comment est-ce qu'on pourrait appuyer et accompagner la Chambre de commerce de Kaolack pour que les autres localités environnantes puissent disposer de leur pont bascule. Parce que je tiens juste à rappeler qu'en cas de contentieux, seuls les certificats délivrés par les chambres de commerce font preuve de foi. Donc, en fait, les autres certificats qui sont délivrés par des entreprises privées ou bien par un secteur parallèle ne sont pas recevables en cas de contentieux. Donc nous devons également accompagner les chambres de commerce sur ce point-là. Et enfin, nous avons visité aujourd'hui le centre industriel qui est juste à côté, qui permet aujourd'hui de relancer l'industrie textile dans la ville de Kaolack. Nous félicitons également l'ensemble des acteurs et aussi l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce projet-là, qui est un projet qui va impacter la vie de beaucoup de jeunes et de femmes. Et je crois qu'il est question de centaines d'emplois, de formation d'abord, parce qu'aujourd'hui il y a un déficit de qualité de ressources humaines. Il y aura des formations qui seront dispensées à des jeunes et des femmes et à la suite de ces formations-là, ces personnes pourront être recrutées. Donc ça va créer de l'emploi, ça va booster l'économie locale et nous félicitons les parties prenantes et nous sommes ravis d'avoir été ici aujourd'hui. À l'instant, la directrice générale du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC, Ndeye Rokhaya Thiam, selon le deuxième vice-président de la Chambre de commerce, Djibril Diop, cette visite rentre dans le cadre d'une signature de partenariat qui a été signée entre le COSEC et les 14 chambres de commerce au Sénégal, dans le but d'accorder un appui budgétaire. Il est ici au micro d'Alun Badara Diop. Cette visite faisait suite à une audience que nous avons accordée le secrétaire général et moi. Et c'était aussi en marge d'une signature de convention de partenariat entre le COSEC et les 14 chambres de commerce du Sénégal. Bon, ce partenariat visait essentiellement à accorder un appui budgétaire aux chambres de commerce, un appui budgétaire très conséquent de 14 millions pour chaque chambre de commerce. Aujourd'hui, c'est chose faite. Elle est là devant nous, parmi nous, et elle nous a donné l'occasion de pouvoir présenter les différents services de la Chambre de commerce, mais aussi des projets et programmes de la Chambre de commerce. Nous avons aussi visité le port, on a eu droit à une visite au port, mais aussi à d'autres infrastructures comme la Domestic-Scout. Voilà les doléances, ce sont des projets et programmes que nous avons soumis à la directrice. On l'avait fait avec l'ancienne équipe qui était là, mais nous espérons que nous trouverons une réponse sur le magistère de la nouvelle directrice. Donc, c'est tourne autour de la réalisation d'infrastructures, mais aussi des appuis pour l'accompagnement des entreprises qui sont partenaires de la Chambre de commerce. Le deuxième vice-président de la Chambre de commerce réagissait au micro d'Alun Badara Diop. Autonomisation des femmes dans le secteur agricole. Astou Gueye Diouf, directrice de l'équité et de l'égalité de genre au ministère de la Famille et de la Solidarité, a fait comprendre qu'autonomiser les femmes, c'est agir pour la réduction de la pauvreté. Les acteurs ont unanimement reconnu qu'elles sont dans les cultures d'autoconsommation qui profitent plus aux familles et aux communautés que sur les cultures de rente. Mais il faudrait reconnaître que les femmes aujourd'hui sont en train de maîtriser la chaîne de valeur transformation agroalimentaire. Et nous pensons qu'à l'avenir, avec les nouvelles orientations dressées par les autorités, nous allons davantage les accompagner, surtout sur le circuit de commercialisation. Elles en ont besoin. Il y a 2 jours, j'étais partie visiter des femmes qui sont dans le secteur agroalimentaire. Mais je me suis rendu compte que ce sont des produits de bonne qualité et le défi aujourd'hui sur lequel on devrait mettre l'accent, c'est le défi de la commercialisation de ces produits. Parce que qui fait de la production doit pouvoir commercialiser pour espérer des retombées économiques. Et c'est un cercle vicieux. Plus on produit, plus on commercialise, on a la capacité de production et je pense que c'est un défi que nous pouvons relever ensemble avec le secteur, mais aussi avec tous les autres secteurs et acteurs qui pourraient apporter leur concours à cet noble objectif.
Selon la coordonnatrice de la cellule équité et genre au ministère de l'Agriculture, le programme vient à son heure après avoir constaté des disparités sur tous les maillons de la chaîne de valeur agricole. C'est un programme qui vient à son heure dans la mesure où on a constaté des disparités sur tous les maillons de la chaîne de valeur agricole, en l'occurrence au niveau de la production, de la transformation et de la commercialisation. Et ces disparités, ce programme compte les résoudre. Donc c'est vraiment important d'élaborer ce programme d'autonomisation de la femme dans le secteur de l'agriculture qui va nous accompagner déjà dans les orientations de l'autorité et qui s'aligne sur les priorités du nouveau référentiel, en l'occurrence la stratégie de développement du Sénégal, mais aussi le projet porté par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, la stratégie nationale d'équité et d'égalité de genre, mais aussi la stratégie de souveraineté alimentaire. Parce que nul n'ignore la part importante des femmes dans le développement agricole, mais aussi dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Donc c'est un programme vraiment qui est très important à notre niveau et qui va nous permettre de relever les défis concernant les contraintes déjà recensées. Du fait qu'on est en train de lancer le processus, un diagnostic va être fait avec tous les acteurs du secteur, en l'occurrence les services étatiques, les organisations de producteurs, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Et à partir de ce diagnostic, on pourra vous dire vraiment la part des femmes qui sera concernée par le programme en termes d'accompagnement et d'appui. Mais l'essentiel, c'est que déjà au niveau des statistiques agricoles, on a constaté qu'il y a des déséquilibres concernant l'accès au foncier. Donc pratiquement, c'est moins de 10% des parcelles exploitées. Donc des parcelles sont exploitées par les femmes comparées aux hommes qui tournent autour de plus de 90%. Donc pour montrer que vraiment il y a un enjeu à relever dans ce domaine-là, d'où le fait d'élaborer ce programme qui va permettre d'accompagner les femmes, surtout dans l'accès à la terre, mais de bonne qualité. Parce que ce qu'on a constaté sur le terrain, qu'il y a certaines femmes qui accèdent à la terre, mais malheureusement, ces terres-là sont de mauvaise qualité. On verra comment accompagner ces femmes pour qu'elles accèdent à de bonnes terres, mais aussi à des intrants de qualité. Parce que nul n'ignore que dans le secteur de l'agriculture, il y a un programme agricole où l'État subventionne des intrants agricoles, en l'occurrence les semences, les engrais, le batterie agricole. Donc c'est important vraiment de voir comment accompagner ces femmes-là pour qu'elles accèdent mieux à ces opportunités, surtout à ces intrants et facteurs de production. Ce programme concerne l'ensemble du territoire national. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 6 novembre 2024, chapitre législatif, la coalition PASTEF a investi dimanche dernier la commune de Médina El Hadji à la frontière avec la Guinée-Bissau où les deux candidats ont communié avec la population promettant de défendre leurs préoccupations une fois élus. Famara Mané, coordonnateur départemental PASTEF Kolda, au micro de Papa Kajali Badji. Depuis le démarrage de cette campagne, donc nous avons démarré par un meeting d'ouverture chez un des candidats au niveau de Sigle Nord. Donc un meeting qui a mobilisé beaucoup de monde et un meeting qui a montré déjà que les Koldois se sont engagés pour donner la majorité au président Ousmane Sonko. Donc suite à ça, nous avons commencé notre première sortie aujourd'hui au niveau du département, donc en commençant par la commune de Médina El Hadji. Donc au niveau de la commune de Médina El Hadji, donc nous y avions été jusque très tard dans la soirée. Donc il fallait replier parce qu'on a encore beaucoup d'activités dans la commune. Donc il y a eu un meeting en Ndiobène organisé par la responsable départementale des femmes, Marietou Diao. Donc au sorti de là-bas, nous sommes aujourd'hui à un meeting à Saré Moussa organisé par un de nos alliés, donc le président Sanoussi Diakité, qui est le président national du mouvement Amphi. Donc au sorti d'ici, nous avons une rencontre importante avec un des leaders du PDS, donc il s'agit de Tiyan Tamba, donc nous allons rencontrer juste après le meeting et après ça nous allons nous retrouver pour évaluer toutes les activités de la journée et pouvoir se projeter pour les activités de demain qui auront lieu dans le département à Sarajevo.
Famara Mané, coordonnateur départemental PASTEF Kolda. La coalition Taku Wallo faisait ses premières activités avec des VAD visites à domicile. La tête de liste départementale de Taku Wallo, Moussa Baldé, a jeté des pics au PASTEF. Il est ici au micro de Papa Kadjali Badji. Ce que moi j'ai retenu de mon expérience en tant qu'homme politique, je suis à ma 12e élection je pense, il faut aller parler avec les populations de façon pédagogique, que ce soit les voisins, que ce soit les gens dans le monde rural, partout il faut aller parler avec les populations parce que ce sont les populations qui votent. Donc c'est pour cela notre démarche, c'est d'aller au contact de la population, leur expliquer c'est quoi les enjeux, pourquoi il faut envoyer les candidats de Taku Wallo Sénégal à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est un message qui passe bien et les populations de Kolda sont très éveillées, politiquement très matures. Nous pensons que notre discours en tout cas passe bien et que le résultat sera en notre faveur. Le message il est simple, ça dépend des endroits. Ici ce sont mes voisins, donc eux c'est le choix, c'est de savoir est-ce qu'ils ont envie d'avoir leurs voisins députés ou pas. Ça je pense que maintenant au-delà de ça, ce que j'explique c'est que c'est quoi l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, on sait que c'est là-bas qu'on vote nos lois. C'est aussi l'outil de contrôle de l'exécutif. Ce que je dis c'est que je pense que je connais bien l'Assemblée nationale pour pouvoir nous représenter et représenter le Fouladou. De 2013 à 2024, pendant 11 ans, j'ai été régulièrement à l'Assemblée nationale. D'abord en tant que directeur général pour accompagner mon ministre de tutelle, ministre de l'Agriculture. Ensuite pendant 5 ans comme ministre pour aller défendre mon budget. Donc je connais vraiment comment fonctionne l'Assemblée nationale et c'est pour cela que je pense que je suis assez outillé pour être un excellent représentant pour le département de Kolda au niveau de cette institution. Les gens oublient que depuis 5 ans, nous avons beaucoup travaillé dans la commune de Kolda. Et lorsque j'étais candidat pour le conseil départemental, qui est l'élection qui ressemble le plus à l'élection législative, puisque c'est la même circonscription, j'ai eu 11 000 voix dans la commune de Kolda, soit 56%. Et donc, quand on regarde le classement des communes, j'ai le classement, je peux vous l'envoyer. La première commune qui m'avait en pourcentage, c'était Medina Chérif avec 71%, mais Kolda était 7e. Donc Kolda devançait de loin plusieurs communes en termes de pourcentage. Sur les 31 000 voix que j'avais obtenues, 11 000 venaient de la grande commune de Kolda. Donc c'est faire une erreur que de croire que Moussa Baldé n'est pas fort dans la commune de Kolda. Actualité internationale. Sur l'international Soudan, une nouvelle milice annonce le déploiement de ses combattants dans l'est du Soudan en coordination avec les forces armées en guerre contre les paramilitaires. Depuis 1 an et demi, c'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Soudan, une nouvelle milice a annoncé hier le déploiement de ses combattants dans l'état de Kassala, dans l'est du pays, en coordination avec les forces armées en guerre contre les paramilitaires depuis 1 an et demi. Cette nouvelle milice, qui se fait appeler Bataillon de l'Est, a été entraînée en Érythrée voisine, selon son propre communiqué. L'est du Soudan a jusqu'à présent été épargné par la guerre. Le pays est ravagé depuis avril 2023 par une guerre civile opposant les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo à l'armée, conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays. Actualité internationale. Au Botswana, 1 million d'électeurs sont appelés ce mercredi à voter pour élire leur futur président et parlement. Le président sortant, Mongwetsi Masisi, 63 ans, brigue un second mandat. Face à lui, l'opposition est menée par une coalition de gauche, l'Umbrella for Democratic Change, UDC, dirigée par Douma Boko, 54 ans, avocat des droits humains. L'ex-chef d'État Yann Kama, 71 ans, revenu d'exil il y a 6 semaines, dit avoir l'espoir de réparer ce qu'il a qualifié d'erreur en cédant sa place en 2018 à Mongwetsi. Masisi, s'il ne peut se représenter après avoir déjà fait 2 mandats, il soutient le BPF et a tenu des meetings qui ont rassemblé de larges foules. Actualité internationale. Les financements internationaux sont insuffisants pour que le bassin forestier de la République démocratique du Congo puisse jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique. C'est ce qui ressort d'une étude produite par les chercheurs du groupe d'études sur le Congo basé à l'Université de New York et l'Institut congolais Ibuteli. La RDC possède 60% de la forêt tropicale du bassin du Congo et selon cette étude, entre 2016 et 2020, l'organisme étatique chargé de canaliser les appuis des bailleurs de fonds dans le secteur climatique n'a obtenu que 220 millions de dollars sur les 1,1 milliard attendus
inattendue. Ce genre de sous-financement compromet l'appropriation nationale des initiatives visant la préservation des forêts et tourbières, estiment les chercheurs. Actualité internationale. Le président français Emmanuel Macron a confirmé hier au Maroc son soutien à la souveraineté marocaine au Sahara occidental qui a permis la réconciliation avec le roi Mohamed VI. Il a aussi appelé à plus de résultats dans l'épineux dossier de la lutte contre l'immigration illégale. L'heure est à l'apaisement sur ces deux questions qui avaient nourri les brouilles entre les deux pays ces 3 dernières années. Le président français en visite d'État de lundi à mercredi dans le royaume. 40 accords ont été signés lundi et mardi dans le secteur ferroviaire, le dessalement de l'eau, la fourniture d'un satellite de communication ou la production d'hydrogène vert. Actualité internationale. L'Ukraine a annoncé hier une nouvelle mobilisation de 160 000 hommes confrontés à des avancées russes qui s'accélèrent. Les États-Unis ont confirmé mardi pour la première fois la présence d'un petit nombre de soldats nord-coréens dans la région russe de Kursk, frontalière avec l'Ukraine. Selon le Pentagone, 10 000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avait déjà déclaré lundi confirmé que des troupes nord-coréennes ont été envoyées en Russie, dénonçant une escalade significative et une expansion dangereuse de la guerre. Et sport. – 12h34 au siège de la Ligue sénégalaise de football. Une page sportive que nous ouvrons avec l'équipe nationale du Sénégal par la conférence de presse. La liste sera connue ce jeudi à travers les pages de la Fédération sénégalaise de football comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Rappelons que le Sénégal est déjà qualifié. Ligue Pro, les rencontres de la 5e journée de la Ligue 1 et Ligue 2 reportées à une date ultérieure. La Ligue sénégalaise de football professionnel a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'y aura pas de match de championnat le 17 novembre prochain, jour des votes au Sénégal. Football toujours, 4e journée, Ligue des Champions. Hier, Lille et Juventus ont fait match nul 1 but partout. Bologne perd devant Monaco de Lamine Camara et de Krépin Diatta 0-1. Real Madrid a été laminé par l'AS Milan, 3-1. C'est au stade de Bernabéu. Sporting Portugal écrase les Citizens, 4-1. Liverpool bat le Bayer Leverkusen 4-0. Borussia Dortmund bat Sturm Graz 1-0. Slovan s'incline lourdement devant le Dynamo Zagreb 1-4. Ce soir à 17h45, Shakhtar Donetsk reçoit Young Boys Bern. Club Brugge reçoit Aston Villa. PSG reçoit Atlético Madrid. Sparta Prague reçoit Brest. Inter Milan reçoit Arsenal. Bayern Munich reçoit Benfica. Étoile Rouge Belgrade reçoit Barcelone. Feyenoord Rotterdam reçoit Salzbourg. Stuttgart reçoit Atalanta Bergame. Football féminin pour terminer. Les Aigles de la Médina ont quitté le Sénégal pour rejoindre le royaume chérifien où elles s'apprêtent à disputer la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football prévue du 9 au 23 novembre à Al Jadida et Casablanca au Maroc. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3054 par Ngodinjaï. Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens du mercredi 6 novembre 2024. Relance de la filière arachidière. L'État du Sénégal force le passage avec une mobilisation envisagée de 120 milliards pour la campagne de commercialisation arachidière qui se profile. Augmentation prochaine du prix de l'arachide au kilogramme. Baisse des prix des intrants agricoles dont celui de l'engrais. Redémarrage opérationnel des unités de production à Ziguinchor, Louga et Lindiane, détail issu du quotidien. Et toujours dans le même chapitre, d'autres journaux nous font part de la suspension par la tutelle des exportations pour la campagne de 2024-2025 de la graine d'arachide à partir du 15 novembre. Paiement des créances dues aux opérateurs de semences de terre. L'État du Sénégal débloque également 10 milliards de francs CFA. De l'agriculture à la politique, autant de dérives et de dérapages
dérapage en si peu de temps n'augure rien de bon. Le populisme et l'autoritarisme mènent directement à la dictature. Dans son adresse aux Sénégalais, Macky au pied de la lettre, Macky sort de sa réserve et massacre le tandem Sonko-Diomaye. Gestion de l'État par les nouveaux gouvernements, Macky charge le régime actuel, relève Enquête Quotidien. Le Point Actu nous dit pour sa part que Macky engage la bataille. Nous constatons tous avec regret que ses acquis sont gravement menacés. L'économie est en berne. Aujourd'hui, chers compatriotes, le reniement, les contre-vérités et la manipulation tiennent lieu de mode de gouvernance. J'aurais pu ne pas réagir, mais ce serait fuir mes responsabilités, indique-t-il dans sa lettre. Situation actuelle du pays. Macky peint un tableau sombre, observe le quotidien Dakar Presse. Parlant toujours de Macky, défaite humiliante, enfarinage, huée, sonkorisation, poursuite judiciaire. Témoin quotidien écrit Macky Sall, la peur du retour, absence de la tête de liste nationale, faible mobilisation. Walfadjri quotidien barrasse à une, drôle de campagne de Taku Wallou. Continuons toujours cette revue des quotidiens avec un autre sujet, contrat de partenariat public-privé 3P signé entre 2016 et 2021. Tout est illégal, lit-on dans Libération. D'après le Conseil des infrastructures, dont l'avis était impératif sur tous les projets de PPP durant cette période, a été royalement ignoré et privé de budget. Ses membres contraints de rester chez eux, bénéficiaires d'un gré à gré de 113 milliards de francs CFA. Planet One et son directeur exécutif rattrapés à Malte par les Paradise Papers. Toujours dans le même journal, rien que pour le premier trimestre de 2023, 422,843 milliards ont été engagés de gré à gré, poursuit toujours la même publication. Éducation, parlons-en dans cette revue des titres. Le G7 rue dans les brancards, commente 24 heures Yénécaye. Il a réclamé ce mardi la convocation du comité de suivi des accords signés le 22 février avec le gouvernement en vue de diligenter leur mise en œuvre. En dehors de la revalorisation de la rémunération des personnels de l'éducation et de la formation, aucune avancée majeure n'a été notée depuis la signature du protocole d'accord du 26 février 2022. Ainsi, le G7 invite les nouvelles autorités à revoir à la baisse les investissements dans le secteur de l'éducation et de la formation, afin de transformer l'école sénégalaise en une école de qualité et de la réussite. Émigration irrégulière, Bassoul, dont les îles du Saloum, pleure la mort de 19 de ses fils, renseigne le public. Terminons cette revue en sport. L'équipe nationale du Sénégal, la liste des joueurs convoqués, connue jeudi, pas de conférence de presse. Le Dakarois Sport nous dit que la Fédération sénégalaise de football rompt avec la tradition. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. 12h40, c'est la fin de cette édition. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariama Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. Un accident impliquant la caravane de Pastef Mbacké fait un mort et 14 blessés. Toutes les activités de campagne dans le département de Mbacké sont reportées à une date ultérieure. Malversation et détournement présumé de deniers publics, faux et usage de faux. Le procès de la Ligue contre le maire Serigne Mboup encore renvoyé hier à la date du 21 janvier 2025. La directrice générale du Conseil sénégalais de chargeurs, Ndeye Rokhaya Thiam, était à Kaolack dans le cadre d'une signature de partenariat qui a été signée entre le COSEC et les 14 chambres de commerce du Sénégal. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.